Bienvenue sur le podcast traditionnel, le podcast qui tente d'aider les couples à placer le curseur entre vie familiale, vie de couple, équilibre financier et professionnel, mais surtout à rester alignés avec leurs valeurs. L'objectif assumé de ce podcast est de remettre en lumière et au goût du jour le modèle familial traditionnel, accusé d'être à l'origine de tous les maux, alors qu'il devrait nous évoquer avant toute chose l'amour inconditionnel, l'entraide et le partage. Nous avons tous besoin d'une famille. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui comme hier, lorsqu'elle manque ou qu'elle est dysfonctionnelle, pour utiliser un terme à la mode, c'est toujours la blessure mère de toutes les autres. Ces femmes et ces hommes que vous allez entendre au fil de ces épisodes ont choisi de placer la famille au cœur de leur vie comme un ancrage immuable autour duquel s'articule tout le reste. Là où on nous enjoint à ne capitaliser que sur nous-mêmes, à constamment assurer nos arrières, y compris contre notre conjoint, parfois même aux dépens de nos enfants. Le but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, que vous travaillez ou que vous soyez au foyer, que vous soyez en couple ou célibataire, parents ou non, tout le monde peut se retrouver dans les histoires que vous allez entendre ou nourrir ses propres réflexions. Je m'appelle Alicia, je suis une épouse et une mère comblée et je vous souhaite la bienvenue sur Traditionnel. Bonjour Claire. Bonjour Alicia. Claire, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, alors je m'appelle Claire, je suis infirmière, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants, bientôt 4, dans quelques semaines. C'est éminent. Je suis mariée à Philippe, je suis infirmière de formation, j'ai travaillé pendant 7 ans et je me suis arrêtée au cours de ma première grossesse parce que j'avais des contractions et j'ai pas repris depuis ma première grossesse. On se replonge quand tu t'es mariée, donc là tu étais encore infirmière à l'époque. Je travaillais. Quand tu te maries, tu es jeune infirmière, quel rapport tu entretiens avec ce métier-là ? Je suis fan de mon métier. J'aime beaucoup, même si c'est un métier qui est difficile, où j'ai eu des hauts et des bas pendant les 7 années où j'ai exercé. J'ai changé plusieurs fois de lieu de travail, mais j'étais bien là où j'étais. J'étais à fond. J'aimais ce que je faisais et j'avais en tête que j'avais envie de fonder une famille. Et je me disais que quand j'aurais des enfants, sûrement je m'en occuperais. Mais en fait, pour l'instant, c'était pas le sujet et j'étais à fond dans mon métier. Ok. T'étais en hôpital ? J'étais en hôpital militaire. Quand tu te maries avec Philippe, vous êtes resté combien de temps sans enfant et toi à travailler ? Quand je me marie, tout de suite après, j'ai été enceinte. D'accord. Ok, donc la question s'est posée quand même assez rapidement. Très vite. Ouais. Même Okay. en fait, on en a parlé pendant nos fiançailles. Ok. On en a parlé pendant nos fiançailles, on s'est dit quand on aura des enfants, comment on va gérer. Parce que lui, il a un boulot aussi avec des gros horaires. Ouais, il est dans le TP. Il est dans les travaux. Pas TP, travaux. D'accord. Pas travaux publics, quoi. Mais okay. Travaux. Et puis moi, avec mes horaires d'hôpital, je faisais des nuits, je faisais des gardes de week-end. Quand j'étais de jour la semaine, je terminais à 20h30 si tout allait bien, mais il y avait toujours une demi-heure de plus, plus le trajet, donc ça fait 21h30 à la maison. Et puis lever le matin, quand on est du matin, il faut être à 6h20 à l'hôpital. Donc, ça fait des énormes amplitudes horaires. Voilà, et qui changent tout le temps. Le planning, il est jamais fixe. Donc, c'était vraiment une question, on se disait, moi, je savais qu'en ayant des petits, on avait envie, on savait pas trop quand est-ce que ça viendrait, etc. Mais en tout cas, c'était notre projet de fonder une famille et c'était une question dès nos fiançailles de se dire un peu comment on gérerait ça, nos emplois du temps à tous les deux. Parce que aussi, je pourrais être infirmière en libéral, mais c'est quand même des gros horaires, les infirmières de libéral. Mais en tout cas, sans nuit, du coup, sans garde forcément le week-end, etc. Mais moi, j'aimais énormément l'hôpital. Ok, oui, ça a jamais été une option. Le libéral, ça c'est... On s'était un peu dit, il y aura peut-être pourquoi pas le libéral, ou il y a d'autres choses. Même en hôpital, il y a des services de jour, il y a des services ambulatoires, où du coup, on bosse pas le week-end, etc. Déjà, il faut avoir les postes. Et en plus, c'est pas c'est pas la même prise en charge, c'est pas les mêmes patients, du coup, c'est pas le même travail. Et moi, j'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais là, qui était en plus en service post-urgence.
Donc, c'était un gros service. C'est toujours un peu dans une espèce d'activité. Ouais, mais après, bon, vraiment, on s'est ouvert toutes les possibilités parce que si notre priorité à un moment c'était de fonder une famille et que c'était pas compatible avec ce travail, enfin ces horaires-là, il aurait fallu peut-être que je change ou que Philippe change. Mais bon, au début, c'est moi qui porte le bébé, c'est moi qui l'allaite, donc c'était plutôt à moi de réfléchir avec Philippe de comment faire. Ok. C'était une envie de longue date de te consacrer à ta famille. Toi, t'as fait tes études pour devenir infirmière. Ouais. Est-ce que depuis quand tu étais jeune, tu avais dans l'idée que c'était une possibilité de devenir femme au foyer? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Alors oui, c'était une possibilité puisque ma maman était mère au foyer. Donc j'ai vu ça, j'ai vu cet exemple-là. Donc je l'avais en tête et en plus je l'ai bien vécu. Enfin, j'étais heureuse dans mon Ouais. enfance. Donc donc oui, c'était dans les possibilités. Mais après, ma maman aussi nous a toujours dit à mes frères et sœurs, enfin, en tout cas à moi et mes sœurs, les filles, ayez bien un diplôme, faites vos études et puis après vous verrez. Ayez Vous un ferez vos choix diplôme, finalement. voilà. En fait, une Oui, fois que oui. vous aurez toutes les cartes dans les Ah mains, bah vous ça, ferez elle des nous a choix. toujours dit, vous ferez vos choix. Moi, j'ai fait mon choix, vous ferez vos choix. Mais elle nous encourageait vraiment à faire nos études, parce que ma maman, elle s'est mariée très jeune, donc elle n'a pas pu finir ses études, etc. Mais elle est très contente de ses choix, hein. Mais elle nous a quand même dit, moi, je vous encourage à aller au bout de vos études, obtenir votre diplôme et puis peut-être travailler et après faire vos choix. Mais voilà, c'est ce que tu dis, avoir toutes les cartes en main pour vraiment choisir. Et donc, bon, moi, j'avais en tête que c'était possible d'être mère au foyer, mais j'avais très envie quand même de faire mes études. J'étais très contente de les faire. Et puis, en faisant mes études, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter. Enfin, j'avais pas. Je faisais mes études et c'était pour être infirmière, c'était pour bosser. En plus, j'avais des idées, j'avais des idées d'humanitaire, de plein de trucs, de courvoyeuse de l'air, de trucs complètement difficiles avec une vie de famille, quoi. Mais j'étais passionnée par ce que je faisais et j'avais envie de développer toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir dans ce métier. Mais en fait, tu étais une jeune fille libre, quoi, dans Ah ta ouais, tête. ouais, C'est-à-dire j'étais que complètement libre. Ouais. toutes les possibilités étaient ouvertes Ouais. et rien n'était fermé. Ouais. Ouais, mais et sur ce moment-là de mes études, j'étais à fond et à me dire oui, tout est possible, je peux faire même les trucs. Voilà, l'exemple de convoyeuse de l'air, c'était hyper sérieux. Hein. Qu'est-ce que c'est convoyeuse de l'air? Bah, c'est faire les rapatriements par avion ou par hélico ou par de blessés. J'aimais tout ce qui était urgence, j'aimais tout ce qui était et j'étais prête à me dire je vais me spécialiser là-dedans, je vais faire tout ça. Ouais, c'est génial ton profil. T'es vraiment une femme d'action. Ouais, j'aime bien. Pour autant, t'as fait des choix qui sont perçus parfois dans la société comme la femme au foyer. Souvent, elle est présentée voilà, comme bobonne qui reste entre ses quatre murs. Franchement, ça colle tellement pas avec ta personnalité, avec souvent la personnalité des femmes au foyer d'ailleurs. Hein. Les femmes au foyer, là, bon, je pense que tu seras le premier épisode qui va sortir, mais celles que j'ai déjà interviewées, en fait, elles ont tout un travail à la base. Elles aimaient toutes. C'est vraiment un choix en fait. Tu te rends compte souvent que en fait les panels étaient ouverts et après elles ont fait leur choix. Oui, c'est vrai que j'ai fait mon choix et du coup il y a une petite notion de sacrifice parce que toutes ces choses-là. Par exemple, quand je me suis mariée, j'étais infirmière dans l'armée depuis, ça faisait 4 ans, et j'étais pas encore partie en OPEX. Ok. Et pourtant, c'était quelque chose qui me plaisait. C'était dans mes idées. Ouais. Mais après, la vie a fait que j'ai rencontré Philippe, qu'on s'est mariés. Et je me souviens que mon chef de service m'avait dit, Claire, donc on s'est mariés. Et il m'a dit, Claire, tu partiras après ton mariage, on te laisse te marier.
et tu partiras en OPEX après ton mariage. Moi, pour moi, c'était plus possible. Pourtant, il y en a qui le font, ça. Hein. Mais là, on formait un couple, on voulait fonder une famille. Donc, je me suis dit, bon, pour moi, dans ma tête, c'était trop tard, quoi. Philippe, tu crois qu'il aurait été d'accord que je tu parte partes Je pense que ça aurait été... Je pense Ça que aurait ça été compliqué. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te maries avec Philippe, finalement, tu veux dire, tu le connais déjà, Ouais. tu sais que ça risque de poser problème, et en fait, tu fais ce choix parce que Ouais. tu sais que tu es prête à abandonner cette opportunité, et quelque part, en fait, tu le choisis. Ouais, exactement. Ouais. T'as pas envie de laisser passer cet homme-là pour au final partir en OPEX de 3 mois, voilà. ou plusieurs, mais en tout cas orienter ta vie. Oui, c'est vraiment un choix. Est-ce que tu as eu des doutes ou des moments de remise en question quand tu as décidé de quitter ton emploi? Quand tu es enceinte Alors, de ton fils. J'étais enceinte de 5 mois, donc c'est assez jeune quand même. Enfin, c'est assez tôt, voilà, dans la grossesse. Oui, au moment, c'était un peu compliqué parce que j'étais... en fait, c'était physique le service où j'étais. Déjà, les horaires étaient assez chargés. Et en plus, c'était physique comme service. On n'était pas beaucoup, il y avait beaucoup de patients, c'était des patients lourds, etc. Je me souviens que je disais, la grossesse n'est pas une maladie, donc tu vas faire ton boulot jusqu'au bout et tout. Et comme je l'aimais en plus, mais j'avais des contractions. Et j'ai tenu bon face à la gynéco pendant plusieurs rendez-vous, où elle m'a laissé du coup continuer en me disant de faire attention. Et au 5e mois, elle m'a dit, là, je vous laisse plus le choix. En fait, on a faut ça. Voilà. Ça me fait rire, cette expression, la grossesse n'est pas une maladie. Oui. Alors, quand tu sais qu'il y a des femmes qui vomissent tous les matins, ben moi, ou qui ont des vertiges et tout. Je vomis énormément pendant ma grossesse, donc je vomissais en prenant le métro, je vomissais en arrivant à l'hôpital, j'étais pas bien du tout. Ouais. C'est quand même des symptômes de maladie aussi, tu vois, je veux dire, Mais je voulais tenir, je me souviens que j'étais... même Philippe, il était pas très content, il me disait franchement, il y a un moment où il faut s'arrêter. Faut accepter, quoi. Mais j'étais pas très contente que je sois malade comme ça. Je me disais, mais non, pourquoi moi? Enfin, voilà, j'avais pas envie du tout d'arrêter. Donc, tu avais quand même des réticences. C'était un peu un échec d'arrêter à 5 mois de grossesse. Mais en fait, un soulagement aussi, parce que c'était lourd, parce que j'étais pas bien, parce que j'étais malade et que j'avais des contractions à 5 mois quand même. Ouais. Et donc, en fait, après, je me suis beaucoup reposée, ça m'a fait du bien. Mais je sais pas si je réalisais à ce moment-là, quand j'ai été arrêtée, si je réalisais qu'en fait, j'allais pas reprendre. Je sais pas si je me disais que j'allais pas reprendre. Ouais, quelque part, chaque jour subit sa peine et faut avancer un pas après l'autre. Pour l'instant, je suis arrêtée parce qu'il y a besoin au niveau de ma santé. Et après, j'enchaînerai avec le congé mat. Mais c'était pas sûr à 100% que j'allais tout arrêter après, que j'allais pas reprendre, etc. Ok. Ça s'est présenté comme ça. Voilà. Et encore une fois, toutes les possibilités étaient encore ouvertes à ce moment-là. Ouais. Et d'ailleurs, je suis partie un petit peu, avec du recul, je me rends compte que je suis partie de mon service, donc en arrêt maladie, dans un service avec qui je m'entendais bien avec tout le monde et tout ça. Et un peu, bon, je suis en arrêt, je vais accoucher après et j'aurai mon congé mat, mais on se reverra. Et donc, j'ai pas vraiment quitté mes collègues et tout ça. Et en fait, les choses ont fait qu'on s'est pas trop revus, que j'ai pas trop donné de... Mais t'as pas eu ton joli petit pot de départ. Oui, non, j'ai pas fait, parce que pour moi, c'était pas forcément un départ, pas trop prévu. Est-ce que tu penses que ta foi catholique a influencé cette décision à ce moment-là, ou est-ce que tu penses plus que c'est tes schémas familiaux, des idéaux que tu avais sur la famille? Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette image de la famille catho où la femme ne travaille pas. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est lié vraiment à la foi, ou est-ce que c'est plus dû vraiment à toi, ou en tout cas à une image, une reproduction un peu sociale? Alors au moment, du coup peut-être que je vais pas parler du moment où j'ai été mise en arrêt maladie, parce que je m'y attendais pas vraiment. C'est plutôt au moment où après on a fait le choix que je prenne un congé parental. Et en fait après j'ai renouvelé mes congés parentaux, et c'est comme ça que c'est décidé en fait que j'allais m'occuper de la famille des enfants.
Donc, à ce moment-là, du choix des congés parentaux, est-ce que ma foi a influencé? Je dirais que plus qu'influencé, elle a aidé à prendre ce choix, qui était vraiment voulu, décidé. Mais il y a toujours, même si on le veut, même si on y croit, et ben, il y a une part déjà d'inconnu, puisque c'était le début pour moi d'être à la maison, et puis de sacrifice quand même, parce que je laissais un métier que j'aimais bien, parce que je laissais une vie sociale, tout un univers que je laissais un peu. Donc ma foi, elle a aidé, et après elle aidait à chaque moment un peu difficile, où je me disais qui n'a pas tout donné n'a rien donné, donc ça me motivait à me donner, où je repensais à la Genèse avec le péché et du coup les conséquences du péché. Avant, tout était facile dans le paradis terrestre. Et suite au péché, où on a voulu un peu tout maîtriser, je sais pas si je dis bien, mais la femme, Dieu a donné à la femme la maternité, mais la maternité, un peu, il y a une part douloureuse dans la maternité. Tu enfanteras dans la douleur. Mais c'est pas juste tu enfanteras l'accouchement qui est dans la douleur. C'est tout le processus de s'occuper des enfants. Tu enfanteras l'humanité, en fait. Voilà, qui est du coup, il faut se donner du mal, il faut se donner, il faut s'oublier un peu, pas complètement, on peut en reparler, mais voilà, l'homme qui, je sais plus exactement, mais tu vivras du travail de tes mains, du labeur de tes mains, et donc le travail difficile, enfin voilà. Et donc ça, toute cette partie-là, oui, ça m'aide dans les moments où je me dis un peu, mais qu'est-ce que je fais? La Genèse, c'est quelque chose qui est très très mal compris, peut apparaître très dur, de toute façon tout l'Ancien Testament est très dur, mais qui explique aussi cette notion de sacrifice qui construit l'homme aussi, l'homme et la femme, avec un grand H. Et peut-être s'il se fait pas, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on veut éviter absolument tous les sacrifices, mais si ce sacrifice, s'il n'y a pas de sacrifice dans une vie, en fait, on vit un peu une vie qui nous échappe, j'ai l'impression, parce qu'on n'est pas capable de poser des choix qui sont douloureux. Mais les choix les plus structurants de nos vies, finalement, ils impliquent de renoncer. Choisir, c'est renoncer. Exactement. Ouais, ça sonne un peu faux, sinon, en fait, pour moi. C'est, je sais pas si c'est très entendable par tout le monde, ça. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à entendre ça et à se dire que parfois ça fait mal, en fait. Parce que dans notre société, surtout dans notre société occidentale, pour moi, c'est la recherche du plaisir, la recherche du confort, énormément. Alors, il en faut un peu, il faut pas être rigoriste et tout ça, mais le sens de l'effort, tout ça, on a du mal à l'entendre. Ce qu'on n'arrive plus à entendre aussi, c'est cette notion de trouver le bonheur, trouver quelque chose de plus grand dans quelque chose qui, de prime abord, peut être un peu douloureux ou qui peut nous tirailler. En fait, d'accepter, on a du mal à... Si tout de suite il y a quelque chose qui est un peu douloureux, qui tiraille, qui nous est inconfortable, et ben on se dit que c'est la mauvaise voie. Mais en fait, pas forcément. Alors il faut apprendre à discerner, parce que parfois on peut se planter. Complètement. Mais ce n'est pas systématique que quelque chose d'inconfortable n'aboutisse pas à quelque chose de plus grand, comme tu dis. Et ça, pour justement le choix d'être mère au foyer, ça peut tirailler, ça demande un sacrifice. Vraiment, ça demande un sacrifice en ayant pour notre famille, parce que chaque famille est différente, chaque personne est différente, etc. En tout cas, en ayant fait ce choix, moi je pense que pour l'instant, on en tire du bien. Ouais, du fruit. Ouais. Comment tu vois, toi, le rôle de mère au foyer dans la société actuelle? Comment tu penses que... Comment c'est perçu et qu'est-ce que tu penses qu'on peut en attendre? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en attend plus rien. On a l'impression qu'il est un peu en voie d'extinction et que c'est pas plus mal, que ça libère les femmes. Comment tu perçois ça? Il y a un peu tout.
dans la majorité, enfin je dirais que dans l'inconscient collectif peut-être de la société, la mère au foyer ne rapporte rien en fait, donc elle sert un peu à rien, c'est matériel, elle rapporte pas. Du coup c'est assez mal vu. Donc ça pour moi c'est la grosse part de la vision de la société, de comment est perçue la mère au foyer. Elle fait rien, elle rapporte rien. C'est un truc qu'on s'est souvent dit avec aussi d'autres copines qui sont au foyer, c'est quand on te demande ce que tu fais, parfois tu dis rien. Ouais. Rien, alors qu'en fait, tu fais pas rien. On fait pas rien, on n'arrête pas de nos journées, mais en fait, quand on nous demande, et toi, tu fais quoi? Eh ben, rien. Et à l'inverse, c'est vrai que moi, quand on me demande ce que je fais, je dis je suis commerciale, alors qu'au final, c'est loin d'être la partie la plus importante de ma vie, en fait. Ouais. Il faudrait que je dise, je suis épouse, je suis maman, voilà, je gère une maison, et après, parce que moi, c'est comme ça que je le perçois. Ouais. Et pourtant, si on se croise pour la première fois, je vais dire je suis commerciale. Ouais, voilà. Et moi, quand on me demande, je dis rien, ou je dis du bout des lèvres, un peu en me culpabilisant, je dis je m'occupe de mes 3 enfants, mais je le dis d'un air, c'est pas très fièrement, quoi. Alors que c'est un choix posé, décidé, voulu, et je sais, et effectivement, je me cache presque en le disant, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, quand on me demande et que je dis je fais rien ou alors je m'occupe de mes 3 enfants, hop, la conversation part ailleurs sur d'autres qui ont un métier, qui ont un emploi du temps. T'as cette perception, toi, qu'on sait pas trop quoi dire à la mère de foyer parce qu'on sait pas trop ce qu'elle fait, peut-être aussi. C'est pas comme dire exactement. Ouais, ça c'est vrai. Mais ce que je voulais dire juste, c'est que quand, par exemple là, pour ma grossesse, donc j'ai vu des professionnels de santé, un gynéco, des sages-femmes et tout ça, qui me demandent du coup, est-ce que vous travaillez au début? Et donc je dis non, je travaille plus depuis que j'ai mes enfants. Et on me répond souvent, c'est le plus beau métier du monde. Et ou alors on a fait des travaux, il y avait à la maison, il y avait des artisans, etc. Et ils me disent, est-ce que vous travaillez en temps normal, hors grossesse, quoi? Et donc je disais non, je m'occupe de mes enfants. Et eux aussi me disaient, c'est le plus beau métier du monde. Voilà, et ils disent ça, et puis après, ça passe à autre chose, mais il y a quand même, les gens, petit à petit, je trouve, là, disent, c'est tout le sens. Là, oui, quand ils disent c'est le plus beau métier du monde, ils sentent que c'est ce qu'il y a de plus important. On n'en parle pas des heures, mais il y a cette petite phrase à chaque fois qui me fait chaud au cœur. Ouais. Voilà, si vous avez croisé Claire un jour, ça lui a fait du bien. Non, mais c'est sûr. Il y a peut-être aussi cet aspect, la vision qui est donnée un petit peu dans les médias. Moi, je m'étonne toujours à chaque fois que, tu sais, sur les téléphones, maintenant, t'as un flux d'informations. Ouais. Donc, tu as un flux d'articles. Et à chaque fois, c'est des trucs pour parler de familles toxiques, Ouais. Alors, là, la dernière fois, je lis un article et elle gagna plus que lui, donc elle le quitta. J'ai entendu qu'on parlait de ça là en ce moment. Voilà. Ouais. Mais en fait, donc, bon, ok, mais c'est quand c'est tous les jours, tu te dis, mais attends, est-ce qu'il y a une volonté de démolir cette famille traditionnelle et éventuellement cette femme au foyer ou les politiques, pour moi, il y a aucun soutien de la femme qui s'occupe de sa famille et de ses enfants. Je n'entends aucun soutien de la part d'aucun politique. Alors même qu'on parle de réarmement démographique. Mais pas du tout, parce que les lois, je sais pas, j'ai pas trop suivi ce qui est en train de passer, mais il y a quelques mois, on parlait de changer les congés parentaux, de réduire mais mieux payer, parce que c'est vrai que par contre on n'est pas du tout, on touche rien. Mais du coup, d'être mieux payé, mais que ça soit beaucoup plus court. On pourra plus prendre, là, on peut prendre un congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et maintenant, ça sera 6 mois. Enfin, je sais pas, c'était ce dont il était question. Je sais pas où ça en est, tout ça. Mais 6 mois, c'est tellement tout petit. Oui, non, mais on marche sur la tête. Oui, c'est sûr que 6 mois, c'est rien. Même si tout le monde a 6 mois, au final, en fait, j'arrive même pas à savoir si c'est une avancée ou pas. Parce qu'en fait, 6 mois, ça devrait être le minimum. Et après, si tu veux poursuivre, tu devrais avoir cette option-là. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réformer les politiques de la famille. Parce que quand on parle de réarmement démographique, dans le discours qui avait été fait par le président, il était beaucoup question d'infertilité.
Mais aujourd'hui, le principal problème à avoir des enfants, voilà, les gens ne veulent plus d'enfants. Ou ils en veulent. Je crois, alors ça c'est à vérifier, mais je crois qu'il y a des études qui ont été menées pour montrer le nombre d'enfants qu'ont les femmes et le nombre souhaité d'enfants. Et en fait, en disant que ce nombre qu'elles avaient réellement était toujours inférieur au nombre qu'elles auraient aimé avoir, enfin était très largement inférieur. Mais ça, je veux bien y croire. C'est vrai qu'un enfant supplémentaire, c'est du déclassement économique, parce que soit il faut envisager de t'arrêter de travailler, et c'était peut-être pas forcément prévu, soit il y a l'histoire des modes de garde, c'est un casse-tête pas possible. Et à mon avis, c'est ça la première des entraves à la natalité. Le mode de garde, le déclassement économique, et aussi cette petite chose qui est infusée dans la société, qui est le développement sans cesse personnel, individualiste. Sauf si on va au bout de la réflexion, le développement personnel, il est hyper fort pour une femme au foyer. Enfin, moi, j'ai énormément grandi en devenant maman et en m'occupant au quotidien de mes enfants, de ma famille, etc. C'est extrêmement valorisant d'être le pilier de sa famille. Ouais, même si personne le voit, dans la famille, moi, mes enfants, en étant au quotidien auprès d'eux, dans tous leurs moments de leur journée, je les connais sur le bout des doigts. J'ai l'impression que j'ai une sensibilité beaucoup plus développée, en fait. J'arrive à sentir tôt s'il y a quelque chose qui va pas très bien. J'ai un œil, mes yeux se sont ouverts, en fait, parce que j'ai l'esprit à ça. Et puis, je lis pas mal, donc au fur et à mesure que les enfants grandissent, je lis pas mal de bouquins sur... En fait, c'est ton travail. Tu te formes aussi sur ton travail. Plein de choses. Maintenant, ils sont à l'école, donc sur l'instruction, les méthodes d'instruction, les méthodes d'apprentissage, sur l'éducation. Quand ils étaient tout bébés, je me suis beaucoup penchée sur l'alimentation. Voilà. Et du coup, je lis, j'écoute, et du coup, j'ai grandi. Ça, c'est pareil. Ça rapporte pas. Alors, ça rapporte pas. Et pourtant, c'est un bénéfice pour la société qui est énorme de produire des enfants qui seront équilibrés et bien dans leur tête. Alors, j'espère qu'ils le seront. On verra plus tard. Oui, mais en tout cas, tu fais tout pour que ça arrive. Voilà, je fais tout ce que je peux. Après, la vie, c'est la vie. Hein. On verra ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est vrai que je fais tout ce que je peux pour qu'ils aient les bases, pour qu'ils aient les bases solides, mais de tout. Psychique, de santé, ou physique, morale, qui soit équilibré, des enfants équilibrés. Je pense qu'il faut faire les enfants qu'on a envie de voir dans le monde demain. Ouais. Le grand-père de mon mari a dit un truc en parlant de ma fille qui m'a... Je pense qu'on n'aurait pas pu faire un plus beau compliment. Il a dit, cette petite, elle annonce pas la fin du monde. et je me suis dit... C'est vrai. Ah ouais, c'est beau. Elle annonce pas la fin du monde. Ouais. Elle est pleine de ressources. Et effectivement, le nouveau monde, celui qu'on a envie de voir se développer, c'est eux qui vont le porter. Ouais. Et il faut faire ces enfants. Et le bénéfice pour la société tout entière, il est immense. Il n'est pas économique, mais... Je pense, mais il n'est pas vu. Hein. Non, il n'est pas vu. Il n'est pas vu. Il n'est pas vu au même titre que, en ce moment, dans un registre vraiment très dramatique et tout autre. Il y a tous les scandales aussi sur la protection de l'enfance, qui parfois ne protègent pas les enfants, voire leur infligent des sévices. On ne calcule pas aussi le préjudice à venir pour la société tout entière. En fait, il faudrait que ce soit jugé très très sévèrement, parce qu'en fait, le préjudice, il est immense pour la société. On voit qu'il y a beaucoup de surtout parce que en fait le bien qu'on a reçu, on est capable de le reproduire. Le mal qu'on a reçu, on le reproduit aussi. Donc en fait, c'est une mise en danger de toute la société par la suite, d'enfants qui n'ont pas été protégés. Et vraiment, ça, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Mais nous, pour revenir dans nos choix de vie et dans nos enfants, en fait, le bien qu'ils pourront faire à la société, il sera immense. Ouais, c'est ce que j'espère. Moi aussi, c'est ce que j'espère, et c'est un peu aussi l'objet de ce podcast, de soutenir un peu la famille traditionnelle, parce que je crois elle est loin d'avoir donné tout ce qu'elle avait à donner dans le monde. Elle a porté énormément, elle a construit des sociétés, des centaines d'années. Depuis que le monde est monde, en fait. Et je pense que c'est pas en s'éloignant de ça qu'on va faire mieux. Oui. En tout cas, pour l'instant, l'exemple de notre société n'est pas très reluisante. Depuis qu'on a coupé avec la famille. C'est peut-être une des choses. Il n'y a peut-être pas que ça. Mais en tout cas, c'est sûrement une des choses,
Maintenant, on va parler un peu de couple. Ce choix de vie, est-ce que c'était un choix qui était commun ou est-ce qu'il venait plus de toi ou plus de lui? Alors, il venait plus de moi. Ok. Parce que lui, il n'a pas connu ça. Du coup, je pense que concrètement, il savait pas trop comment ça pouvait se faire. Mais en même temps, en étant très pragmatique, il voyait bien mes horaires quand on était fiancés, jeunes mariés. Et du coup, il s'en rendait bien compte qu'avec des bébés et des jeunes enfants, ça serait compliqué de gérer lui ses horaires, moi les miennes, plus les enfants. Donc il y avait le côté pratique. Mais c'est vrai que c'est plus moi qui ai dit ça serait possible. Après, on en a vraiment parlé tous les deux, parce que la question était aussi, on a tout mis sur la table. On s'est aussi dit, sinon je reprends, mais il faut que je trouve dans un autre cadre. Je peux reprendre un travail, mais dans un autre cadre, avec d'autres horaires. Quelque chose qui soit compatible, en tout cas, avec des enfants tout petits, au début. Tu penses que si tu avais eu des horaires de bureau, ça aurait été plus compliqué de lui proposer ce mode de vie-là? Je pense que peut-être la question se serait un peu plus posée. Ouais. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que je pense que lui, enfin d'ailleurs il le dit, hein, le fait que je sois à la maison, ça lui a apporté une stabilité. Et il en est vraiment conscient et reconnaissant même. C'est vrai qu'il se dit pas tous les jours on est lundi, donc lundi c'est crèche à 17h, il a l'esprit un peu libéré parce que il sait que je gère le quotidien avec les enfants. Alors, je suis pas toute seule à le gérer. Il m'aide, hein, il prend vachement le relais, il est hyper aidant. Moi, ça me fait du bien, d'ailleurs, parce que quand j'ai géré toute la journée à la maison, les enfants, le soir, etc., et que lui, il vient et qu'il prend un peu le relais, et ben, moi, je souffle, ça fait bien. Je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule là-dedans. Mais le fait qu'il prenne le relais, il m'aide là-dessus. Du coup, c'est vraiment un choix d'eux parce que lui, il est reconnaissant parce qu'il voit ce que ça fait sur nos enfants. Alors, du coup, je voulais aussi te demander quel impact ça avait eu sur votre relation de couple, justement, ce choix-là. Est-ce que tu as vu un avant, un après? Alors, ça a été assez rapide quand même, hein, parce que Gaspard est vite arrivé. Oui, sur le temps où vous viviez ensemble, parce que vous viviez pas ensemble avant d'être mariés. Donc en fait, c'est arrivé très très vite. Bah oui, moi je pense que ça a eu un impact parce qu'en fait, j'avais une présence avant, j'étais à fond dans mon métier, mes horaires et tout ça. C'était intéressant aussi parce qu'on avait chacun notre travail. Donc, moi j'ai l'impression qu'on vivait comme des jeunes pros, quoi. On avait chacun un peu nos vies et puis on se retrouvait et puis on faisait nos projets et puis voilà. Et après, quand il y a eu les enfants, bah, ça a plus tourné sur la famille, sur les enfants, et puis du coup sur le travail de Philippe, sur aussi Philippe a pris, j'allais dire plus sa place, mais en fait c'est toute sa place. Ça lui a laissé sa place. En fait, du coup, moi, quand il rentrait le soir, bah, je l'écoutais de sa journée, de son travail, de ses soucis, de ses questions, de tout ça. On en parlait énormément. Et toujours, hein, on en parle énormément. Oui, toi, quand il rentre, en fait, tu as pu t'occuper des enfants et tu peux organiser du temps pour être aussi disponible. Ouais. Je suis aussi disponible pour lui et lui pour toi aussi parce qu'il peut entendre aussi ce que tu as à dire sur ta lui, journée. Il me demande aussi comment s'est passée la journée, comment les enfants vont, comment je les sens. Du coup, on se fait un point en fait sur nos 2 journées. Et avant, c'était un point sur, je lui racontais un peu les situations de l'hôpital, et maintenant, je lui raconte les enfants, comment ils grandissent, leurs soucis ou leurs réussites et tout ça. Et puis après, il y a beaucoup, bah voilà, ce qui a vraiment changé, c'est que je suis disponible pour les questions de Philippe aussi. Et je pense que ça, pour moi, c'est important aussi. Je laisse toute sa place aussi à Philippe par son travail. Toutes ces questions, c'est comme ça nous touche tous les deux, parce que du coup, c'est Philippe qui tient financièrement la famille, quand même.
Donc bien sûr, moi je suis dépendante de Philippe en quelque sorte. Ouais. Du coup, je suis tout aussi concernée par ces questions de travail. C'est plus juste moi mon travail, il y a mes questions et puis on se les partage. Lui son travail, ses questions et puis on se les partage, on en parle ensemble. C'est vraiment comme on a choisi tous les deux que je m'occupe des enfants, du coup que je n'ai pas de salaire, du coup que je sois dépendante de lui. Et ben ces questions de travail sont très importantes pour moi aussi. Et bien sûr, je lui laisse sa liberté, mais on est tous les deux ensemble dans le même bateau. Et du coup, les choix, enfin, on en parle beaucoup. Parce qu'au final, en fait, tu as très en tête le fait d'être dépendante financièrement. Ouais. Philippe, lui, il le perçoit comment? Parce que ça engage beaucoup de responsabilités. Est-ce que, en fait, on imagine toujours que c'est quelque chose de très négatif d'être dépendant financièrement. Ouais. Il faut toujours libérer la femme par le travail, par l'émancipation économique, parce qu'on imaginerait que voilà, l'homme peut du coup tout lui faire, ou en tout cas être voilà, c'est lui qui a l'ascendant sur la femme parce que il ramène l'argent. Au final, ça induit aussi beaucoup de responsabilités. Et, oui, et en fait, quand on a fait le choix du bon homme, pas du bonhomme, mais du bon homme, c'est aussi quelque chose qui est perçu aussi comme une grande responsabilité par rapport. Oui, c'est vrai, c'est une grande responsabilité, mais c'est toute une question de confiance aussi. Et puis, en fait, il y a le financier qui est très important, effectivement, parce que quand on a une famille, il faut que ça suive quand même. Après, il y a des choix de vie, hein. Du coup, c'est sûr qu'on part pas en vacances tout le temps, enfin jamais en fait, oui. À louer des trucs, enfin voilà, il y a des choix financiers. Oui, parce que vous en avez fait d'autres aussi. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que vos enfants, ils sont en école privée hors contrat. Oui, bah ça plonge, ça prend dans nos économies. Clairement, tu payerais pas l'école de tes enfants tous les mois, tu pourrais partir en vacances, payer des belles vacances. Oui, ouais. Enfin, je veux dire, mais en plus, ça vous a... Mais en fait, je sais pas si on le ferait, parce que quand même, ça prend dans nos économies. Donc, mais bon, peut-être que du coup, on ferait un peu plus. Ouais. C'est vrai. En fait, vous avez réussi quand même à rester libre de faire des choix en vivant sur un salaire. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas une vie, on va pas tout le temps au cinéma, on va pas au restaurant, beaucoup, quasiment jamais en fait. Bon voilà, il y a tout ça, mais en fait aussi on se dit que c'est un temps et que là la priorité c'est pour l'instant c'est notre famille, les enfants, c'est chaque chose en son temps. On peut pas tout faire en même temps, on peut pas avoir tous les plaisirs en même temps, on peut pas... Exactement. Voilà, donc c'est aussi ces petits sacrifices. C'est vrai qu'on va pas tout le temps au resto, mais en même temps, on a d'autres choses. On est heureux avec nos enfants, avec ce qu'on a. Bien sûr, tu peux avoir deux personnes qui travaillent et qui n'aillent pas tout le temps au resto, qui n'aillent même plus au resto. Nous, il y a eu autre chose aussi. On adorait faire des restos. Il y a aussi le fait d'avoir des enfants qui ont des difficultés par exemple à s'endormir. Ou... Clairement, nous la priorité c'était que nos enfants soient à l'heure couchés dans leur lit. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de phase de vie, c'est-à-dire que je pense qu'il faut essayer d'évoluer dans la vie en se disant rien n'est éternel. C'est très chouette d'avoir des enfants et tout, ça correspond à une vie où on est un peu plus là pour ses enfants et mais il y a des moments où c'est difficile. Oui. Mais c'est là un peu longuet, là, c'est le moment où on en bave un peu. Bien sûr, mais c'est ça difficile. Dans un travail, il y a aussi des moments qui sont un peu longuets et où on en bave. Et au même titre que quand, en fait, nos enfants ils vont grandir et qu'ils vont quitter la maison, ça va être aussi une phase qui va tirer aussi, qui va demander aussi de l'adaptation. Et moi, j'imagine toujours que quand je pense un peu à ma vie, quand les enfants seront plus grands, je me dis non, je voudrais pas non plus être cette femme qui regrette sans cesse l'époque où elle était maman de jeunes enfants. Je sais pas comment ce sera, mais j'aimerais me dire voilà, moi j'ai eu cette phase et aujourd'hui je suis dans une autre phase où peut-être que on ressort plus ou peut-être que je fais aussi plus de choses avec des copines. Moi, mon rêve, c'est d'aller faire plein de randos. Ça nous manque. Avec Philippe, on faisait énormément de montagnes et de randos. Et on en fait beaucoup, beaucoup moins. On en fait un petit peu. Oui, avec des petits... carrément j'avais marché, moi, laisse tomber. Mais ça, oui, je peux pas dire que ça me manque pas. C'est clair que ça me manque. Mais en même temps... je peux pas avoir des jeunes enfants et puis aller marcher 10 heures dans la montagne, bivouaquer et tout ça. Ça va pas être tranquille, ça va pas être paisible. Voilà, mais c'est pour un temps. Du coup, on a des rêves, bientôt on les emmènera.
On les a déjà emmenés, mais là, maintenant que je suis enceinte, ça reporte encore. Mais voilà. Mais ça correspond à une phase de vie. Ouais, c'est ça. Voilà, où la rando n'est pas maîtresse Voilà. de Il y a d'autres choses. Je veux aussi dire que petit à petit, même moi, quand par exemple je doute un peu, parce que je doute. Voilà. Ouais, Je doute comme tout le monde. de ce que je fais, si je le fais bien, si ça vaut le coup, etc. Philippe, il m'encourage à fond. C'est lui qui me dit, mais si tu te rends pas compte de tout ce que ça apporte, tout ce que ça nous permet, tout ce que ça me permet, tout ce que ça permet aux enfants, le calme, la sérénité pour notre famille, et ça me rebooste. Il est fier de ce que je fais. Donc ça, je trouve ça chouette. Et il estime ce que je fais pour notre famille. Et aussi, moi, je l'ai vu évoluer lui en devenant fier lui de son travail. Il a vachement progressé dans son travail avec les années, avec l'expérience professionnelle et tout ça. Je pense que le fait de lui laisser, il a comment dire, la disponibilité mentale pour son travail quand il y est. Ça lui a permis une vraie évolution. Il me le dit, il me remercie pour ça. Et donc, il est fier, il est assez fier et il sait qu'il a encore plein de choses à apprendre. Et moi aussi. Mais en tout cas, il est là, du chemin qu'on a parcouru, il en est assez fier. Et moi, pour moi, c'est super agréable. Non, mais c'est sûr. C'est une récompense de tous les moments qui sont difficiles. Ouais. J'aime bien, je suis heureuse de ça, de voir qu'il est fier de sa famille et il est fier de son travail aussi. Et il arrive à mener les deux. Et c'est chouette ça. On en revient vraiment à l'idée de départ, c'est-à-dire que pour se donner comme ça l'un et l'autre, faut vraiment être une équipe pour avoir autant confiance pour faire ce genre de choix de vie. Oui, il faut être vraiment une équipe et ça fait évoluer les deux. En fait, il faut choisir le bon partenaire. Oui. Non, mais il y a un moment, c'est vraiment la base de tout. Quand on entend parler des femmes au foyer, c'est souvent pour dire que il y a un risque de précarisation des femmes qui peuvent se retrouver avec enfants sans revenus ou tributaires d'hommes qui peuvent leur faire du mal ou quoi parce qu'en fait elles sont les enfermer ou je sais pas quoi. Oui. Mais au final. Mais pour moi c'est vraiment les deux qui jouent. Tu vois, vraiment. La femme, elle a son rôle là-dedans. En se sentant libre, elle permet à son mari de la laisser libre. Pas en s'enfermant dans... Il n'y a pas que, pour moi, le mari qui peut enfermer sa femme. Oui, tu vois, oui. C'est vraiment la confiance entre les deux, ça c'est clair, ça demande une confiance. C'est vrai. Je pense que par exemple, on en parle très peu avec ma maman, mais maman, quand elle était mère au foyer, il y a longtemps, elle touchait un petit salaire. Ok. Qui était plus conséquent que ce qu'on a là. Le congé parental, c'est 300 ou 400 euros par mois. Donc c'est sûr que... Oui, non, mais c'est sûr que ça permet... On ne peut pas. Donc s'il n'y a pas la confiance mutuelle, effectivement ça marche pas. Mais c'est vraiment pour moi les deux. Il y a le mari qui a son rôle, mais il y a la femme qui a son rôle là-dedans. Bien sûr, il faut pas voir non plus les femmes aussi comme des petites choses fragiles. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Et on le fait beaucoup croire. Enfin, c'est là que c'est paradoxal, moi, je trouve. D'un côté, la société, elle montre que les femmes, elles peuvent tout faire, Alors, c'est vrai, je pense qu'on peut se déployer complètement. Mais une femme qui s'occupe de sa famille aussi, elle a une part de déploiement qui est différent, mais qui est... Oui. Il faut pas envisager la femme que en tant que victime potentielle. Ouais, ça ferait l'objet d'un épisode, mais ça ferait l'objet de longues discussions. Mais oui, il y a quelque chose de paradoxal dans notre société. On imagine que si la femme fait ce genre de choix avec son mari, c'est forcément parce qu'elle est influencée ou sous la coupe et que potentiellement ça la mette aussi en danger. Et souvent, en fait, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont en réalité qui sont pas toutes seules. Il y en a qui sont toutes seules. Mais en fait, je sais pas, toi, si c'était mal passé avec Philippe, tu aurais encore eu une famille. D'où aussi l'importance de cette famille
qui est en fait la meilleure des assurances. Hein. Au final, c'est la première des assurances et mutuelles, mais voilà, c'est la famille. Est-ce que tu as des figures ou des modèles féminins qui t'ont influencé Dans ce choix? Ouais. Parce que tu disais tout à l'heure, simplement, avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que finalement, autour de toi, t'étais un peu la seule qui avait fait ce choix-là, que ce soit dans ta famille, avec tes sœurs, voilà, ou dans ta belle famille. Ouais. Sauf ma maman, donc qui est mère au foyer. Mais toi, t'as des sœurs qui n'ont pas fait ce choix-là. Ouais. Donc ma maman, je te le disais aussi avant, je me souviens très bien que quand j'avais 15 ans, j'avais une espèce de petite colère intérieure. Je sais pas si c'est vraiment colère, mais je me disais, ma maman, elle fait rien. Alors qu'elle gérait une famille de 5 enfants avec mon papa qui bossait énormément. Donc franchement, elle faisait tourner la maison et chacun de nous, quoi. Mais moi, j'avais cette vision un peu, elle fait rien. Ouais, parce qu'au final, c'est tellement fluide, peut-être aussi oui, que... et puis aussi parce qu'autour de moi, tous mes amis, leur maman travaillait. Donc, ils avaient un quotidien avec, là, ma maman est au bureau, etc. Et moi, ma maman, j'avais une paire, mais je l'appelais et elle venait me chercher. Oh là là, ça devait être dur. Donc j'ai eu ce petit passage j'avais 15 ans à peu près, et où je me disais que moi je bosserais, mais en fait, au fond, donc on en parlait avec une amie, avec Cécile. Dont il va y avoir un épisode bientôt, là. Ouais. Et on se disait, parfois, quand on en a marre, on se disait, bientôt, faudra qu'on reprenne et tout ça, ce sera bien, on reprendra notre boulot. Et puis, en fait, mais quand est-ce qu'on va reprendre? Là, nos enfants sont plutôt dans le primaire, c'est encore une période un peu, il y a de quoi faire et tout ça, de présence, il y a une présence à avoir, etc. Bon, plutôt quand ils seront au collège ou au lycée, plus autonomes. Et en fait, en réfléchissant toutes les deux, on s'est dit, mais non, en fait, quand on était au collège et au lycée, et que nos deux mamans étaient aussi mères au foyer, et pourtant, on était autonomes. On faisait plein de trucs, il n'y avait pas de problème, ça se passait bien à l'école, etc. Et on s'est dit toutes les deux, c'était notre rock, notre base solide. Il y avait des choses qui pouvaient foirer sur les côtés, mais notre rock, c'était qui? C'était notre maman qui était là, en fait, qui était là coûte que coûte. Et en fait, on s'est dit, si on veut être ce rock pour notre famille, peut-être que ça va durer encore un petit peu quand on sera au foyer. On verra ce qui se passe. Mais donc, je pense que notre maman, ma maman, en tout cas, c'est une des figures que j'ai aussi en modèle de ce côté-là. Oui, c'est quelque chose dont on a discuté aussi avec Cécile, parce que l'épisode avec Cécile est déjà enregistré. Et c'est quelque chose dont elle a parlé aussi, de ce côté rentrer du collège, alors que ce soit pour sa fille ou elle, comme elle le ressentait quand elle était ado, rentrer du collège et avoir sa maman à qui se confier, ça n'a pas de prix. À un âge où on n'est plus dans la petite enfance, où là on a un besoin physique de sa maman, mais par contre, là on est dans des choses, on est en pleine transformation dans l'adolescence, et c'est précieux. Et en fait, c'est une présence qui est là au bon moment. Parce que parfois, surtout quand on est ado, s'il y a un sujet à aborder, déjà les sujets sont délicats, il faut que ce soit pris au bon moment. Et c'est ça que moi m'a permis ma maman. C'est qu'elle sentait, du coup, quand là, il y avait quelque chose à creuser, peut-être, et du coup, elle le prenait au bon moment, et du coup, ça se passait bien. C'était fluide, d'où l'impression qu'elle faisait rien. Peut-être. En tout cas, je pense que les choses, peut-être qui ont été un peu peut-être délicates dans mon adolescence, ont été désamorcées au bon moment. Ont été mis sur la table, du coup, c'est intéressant. Avec calme et douceur au bon moment, parce qu'elle était là, parce qu'elle avait senti, parce qu'elle avait la disponibilité aussi. Et donc ça a donné, ça m'a donné moi de la force aussi, hein, de la solidité, je pense. Hein. Mais alors ça, c'est un truc qui est vraiment central, c'est de dire, malheureusement, si tu n'es pas là, tu ne peux pas voir les choses. C'est quelque chose qui est différemment, avec
du retard. Ou pas. Ou pas parfois parce que par exemple les ados gardent bien aussi pour eux des choses où ils sont capables de faire bonne figure. Après, c'est même en étant mère au foyer, on n'est pas omniprésent. Non. Et on n'est pas omniscient et on peut louper des trucs quand même. En fait, on est humain, mais il y a plus de chances parce qu'on sent, parce qu'on voit, parce qu'on est là. Ça, j'en suis persuadée. J'entendais, je sais pas si tu connais Caroline Goldman. Ouais. J'aime bien. Mais par contre, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle quand elle dit il faut au moins 1h30 de présence par tranche de 24 heures pour les enfants. Alors bon, si c'est ça le début de mettre un temps, pourquoi pas, mais en fait, je me dis, si t'es vraiment présent à tes enfants, que 1h30 par tranche de 24 heures, je vois pas comment tu peux voir des choses, comment tu peux les faire passer pour la priorité de ta vie. Et puis en plus, c'est dans le quotidien, c'est dans le train-train un peu que les choses sortent, que les choses. C'est par exemple, c'est dans les trajets en voiture aussi, où on n'est pas les yeux dans les yeux. C'est hyper important, juste faire des trajets en fait avec les enfants, et il y a des choses qui sortent. Oui, des fois de leur petit siège auto, on entend des trucs. Et du coup, même à l'adolescence, en fait, s'occuper de ses enfants, les emmener à telle activité, tel truc. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment du temps privilégié avec mon enfant. Oui. Mais c'est très bien. Mais sauf que c'est pas forcément dans ces moments-là qu'il y a les vraies questions profondes des enfants, les vraies choses qu'ils vivent qui sortent. Oui, et puis en fait, si ton enfant, il sait qu'il a 1h30 avec toi, je sais pas s'il sent aussi voilà, il va c'est peut-être pas le genre de choses sur lesquelles il va insister parce que bon, peut-être que non, je sais pas. Voilà, il veut tellement l'enfant être avec ses parents, avoir du temps, jouer avec eux, etc., que si on lui dit t'as 1h30, il va prendre ce temps pour il va l'organiser limite, hein. Là c'est l'histoire, là c'est le jeu, là c'est... Même si on lui dit pas t'as 1h30 en fait, s'il perçoit que alors on va reprendre à l'inverse, s'il perçoit que en fait du temps avec toi il en a plein, ça lui met aussi moins la pression pour il sait qu'il va être en voiture avec toi, il sait que tu vas cuisiner puis que lui il va être à côté. Voilà, je pense que ça ouvre aussi des espaces. Et ça je pense que dans la construction d'une personne, et là c'est hyper important. Et le temps qui passe est millimétré. Les gens ils ont 1000 choses, et donc quand il y a une maman qui fait les choses du quotidien de la maison, c'est pourtant, même en étant mère au foyer, c'est assez millimétré quand même, hein. Mais sûr. En étant à la maison et dans les choses du quotidien, ça ouvre du temps, un espace pour l'enfant où il va pouvoir puiser là-dedans, moi je pense. Je suis d'accord. Pour finir, quels sont les conseils que tu donneras à une femme qui en aurait la possibilité financière, qui ressentirait l'appel d'être au foyer, mais qui hésite à quitter son emploi? Pas pour différentes raisons, peut-être parce qu'elle a peur justement de cette nouvelle organisation, parce que elle a peur du regard des gens. Je dirais que oui, déjà c'est bien de dire que c'est quand même si c'est possible, il faut que ce soit possible financièrement, et puis il faut que ce soit décidé en couple. On peut pas décider ça tout seul. Pour moi, c'est hyper important. On peut pas imposer ça non plus à un homme ou à l'inverse, un homme à une femme. Et après, je serais assez réaliste en disant que oui, il y a des sacrifices à faire, quoi. Que c'est pas évident comme choix, mais moi je dirais de le faire parce que j'en vois les bienfaits. Sur tout le monde, en fait, sur mon mari, sur mes enfants, sur
sur notre organisation familiale. Et puis j'espère que les fruits vont continuer si on a encore la possibilité de faire comme ça. Et parce que c'est une question qui a à se reposer régulièrement, en fait. Oui, rien n'est figé. Voilà, bah oui. C'est fonction de la situation professionnelle du mari, de la famille, c'est fonction de chacun des enfants aussi, de comment l'équilibre, c'est vraiment une question d'équilibre de la famille. Moi, je pense qu'il est bénéfique que pendant un temps au moins, la maman s'occupe de sa famille. Et donc, j'encourage, parce que je vois les bénéfices. Vraiment, je les vois. Mais c'est vrai, je dirais quand même que c'est vrai que parfois c'est dur. Ouais. Parfois c'est dur, ouais. C'est vrai. Et pour finir cet épisode, je voudrais dire quand même que il ne s'agit pas de faire la leçon de moraline à qui que ce soit. Bah oui. Si on ne peut pas faire ce choix, nous par exemple, aujourd'hui c'est pas possible que je m'arrête de travailler. Je travaille 4 jours par semaine. C'est pas possible. Financièrement, c'est compliqué. Enfin, ce serait trop compliqué. Voilà, ce serait faisable, mais compliqué. Et bien sûr qu'il y a une réalité. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient le faire, qui pourraient parfois prendre nos mots un peu fort parce que ça les renverra à ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et en fait, ce que je voudrais leur dire, c'est que je suis désolée. J'entends aussi que ce soit une vraie frustration, mais là, l'objet de ces discussions, l'objet aussi d'une certaine tendance qui va aussi à mettre en avant ce mode de vie, c'est aussi de le rendre accessible à plus de femmes, déjà mentalement. Oui, c'est ça. Voilà. Et parce que, en fait, c'est quand même un choix profond, et du coup, qui implique d'autres choix profonds. Et par exemple, la confiance, mais qui n'est plus trop prônée. Par exemple, le mariage, tout de suite on se marie, mais on sait qu'il y a le divorce est possible derrière. Il y a plein de choses qui interviennent là-dedans. C'est dans la vision, c'est dans notre société, notre fonctionnement de société global, qui pour moi, qui a des répercussions du coup sur ce choix qui devient difficile. Le choix d'être mère au foyer est difficile parce que c'est la conséquence de plein d'autres choix. Par exemple, sur les mariages qui maintenant ne durent pas trop. De moins en moins, en tout cas. Voilà, sur la femme, c'est hyper important. C'est vrai que la femme, elle a sa place, elle doit avoir sa place, et à mon avis, elle a plein de choses à apporter dans la société, mais on écrase les hommes aussi. Bah, en fait, les hommes, ils ont leur place à avoir aussi, et ils ont eux aussi des choses à apporter que nous, faut accepter. Les femmes, enfin bon, je sais pas, c'est peut-être rétrograde, mais l'homme, c'est l'autorité, c'est la représentation de la loi. On dit bien ça en psychologie. Dans une famille, c'est le père qui représente la loi aux yeux des enfants. Cette notion de chef de famille, de patriarche, qui est souvent mal compris, en fait, qui est vu un peu au sens romain du terme, avoir le droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. C'est pas ça qu'on défend. Extrême. Voilà, c'est pas ça qu'on défend. Et on défend pas une autorité brutale. Ah, exactement, pas du tout. C'est une autorité qui libère. Oui, en fait, et c'est surtout aussi une autorité qui responsabilise. Voilà. C'est-à-dire que être chef de famille, ça veut pas dire qu'on tranche toutes les décisions, qu'on les tranche sans sa femme. Voilà. Tu l'as bien dit dans l'interview aussi. Tu dis bien que en fait Philippe, il te voit un peu comme une experte de la famille. Il te demande comment vont tes enfants, comment tu les sens, comment et forcément. Et il s'appuie là-dessus. Il s'appuie là-dessus et vous faites vos choix en commun. C'est pas aussi marqué que je lui fais un petit conseil et ensuite c'est lui qui décide. Non, souvent ça se passe pas comme ça. D'ailleurs, quand on rencontre des familles, très souvent on a quand même l'impression, même dans des familles très traditionnelles, que c'est la femme qui, entre guillemets, qui tranche beaucoup de choses parce qu'en fait, l'homme, il s'en remet beaucoup à elle sur des choses. Il a confiance en elle puisqu'ils ont choisi que la femme
soit là au quotidien, tout le temps, dans tous les petits instants. Et du coup, elle a une sensibilité. C'est vrai, moi je sens que j'ai une sensibilité qui s'est développée. Voilà. Et du coup, il me fait confiance là-dessus. Mais bien sûr, moi je lui demande son avis aussi, parce que quand on a trop la tête dedans aussi, c'est bien d'avoir l'avis extérieur qui amène un peu de... Oui, et en fait, qui aussi, ça laisse le fait d'avoir aussi des hommes qui, bon, la plupart du temps, vont s'en remettre à toi, et de temps en temps, par contre, leur laisser cette possibilité de dire non, voilà, là clairement non, notamment sur l'autorité, parfois on peut aussi avoir un peu la tête sous l'eau, à être plus souvent avec les enfants, à laisser passer peut-être plus de choses. Au bout d'un moment, c'est souvent les papas qui vont dire stop. Voilà, stop. Là, on va faire autrement parce qu'en fait, toi, t'as une tête comme ça. Lui, il est en train de... Petit à petit, il a pris la main, puis là, il est en train d'attaquer l'épaule. Donc, on va trouver d'autres solutions. Et ça, c'est tellement reposant aussi quand l'homme, il est dans cette position. En fait, c'est vraiment, il y a position. une complémentarité entre les deux et une confiance. Et du coup, c'est là que je trouve que la femme, elle n'est pas réduite à quelque chose, elle n'est pas réduite à rien, à celle qui fait la popote et le ménage, quoi, et les trajets. C'est pas juste ça. C'est vraiment beaucoup plus profond, et donc c'est intéressant. Et je pense que c'est bénéfique. Juste aussi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que pour moi, c'est aussi important. La femme, elle a aussi tout un côté sensible, maternel et tout ça, et qui peut aussi donner une âme un peu à la maison. Le père, il est plus extérieur, tourné vers l'extérieur, et il apporte cette autorité qui libère. Et donc les enfants ont besoin des deux. Et alors parfois, c'est pas tout blanc ou tout noir. La femme, elle peut avoir aussi, on a un peu de tout. Mais c'est quand même, c'est important aussi que chacun ait sa place. Et puis c'est pas mauvais. Oui. En fait, c'est pas mauvais quand les deux se complètent. Et c'est chouette. Ça donne une bonne base pour les enfants. Et la famille. Oui. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et comme tu disais aussi, en fait, on est aussi un peu de tout. C'est des archétypes. C'est-à-dire que ça aide à se positionner et peut-être à se comprendre. Mais bien sûr que tu vas avoir des femmes qui sont parfois plus autoritaires, plus... toi, tu es très énergique, très, très dans l'action, on l'a dit au départ. Moi, je manque de patience aussi. Voilà. Alors que mon mari a beaucoup plus de patience. Complètement. Et en fait, d'avoir d'avoir en tête aussi ce fonctionnement qui est un peu inhérent au sexe. Alors, ça va être très mal perçu, mais aujourd'hui, c'est plus la mode de dire ça. Mais en fait, oui, souvent, très souvent, les femmes sont plus maternelles. Alors, elles peuvent être plus ou moins patientes, mais en tout cas, il y a cet aspect maternel et cet aspect plus tourné vers le foyer. Et pour les hommes, souvent, ils ont ce côté un peu plus tourné vers l'extérieur. Voilà. Ouais. Ce n'est pas une vérité. Non, parce que moi, j'aime sortir, faire plein de choses, voilà. Mais j'ai aussi, je pense, une âme dans notre foyer, dans notre famille. Oui, voilà. Mais complètement. Je pense que c'est aussi ça, et c'est aussi quelque chose de très valorisant et de très dans nos cordes. Mettre une âme dans le foyer. Moi, j'adore rentrer dans les maisons des gens parce que je trouve que souvent, les gens, les maisons ressemblent aux gens qui les habitent, et encore plus quand ils les habitent vraiment. Oui. Et quand tu rentres chez quelqu'un et que en fait c'est une maison dortoir, tu le sens aussi. Oui, ça se sent. Et quand tu as à contrario, quand tu as une femme qui investit complètement ce lieu, très souvent tu le sens. Et en fait, c'est toute elle arrive à faire sortir toute l'essence de la famille. Ça peut être par la décoration, par l'ambiance, par voilà. Lise qui va intervenir là dans le podcast, quand on a enregistré son épisode et qu'elle est rentrée et qu'elle m'a dit on se sent bien chez vous, c'est chaleureux. Et je l'ai pris pour moi. Clairement, je l'ai pris pour moi parce que c'est toi qui fais. Parce que voilà, je pense que
alors c'est pas que moi, Ouais. mais en fait c'est comme tu disais, c'est à travers cette ambiance que je mets dans cette maison que en fait il y a mon mari, il y a mes enfants, il y a voilà. Et chacun il trouve sa place et il ajoute son petit. Ouais. Merci Claire, merci. Plaisir. En plus tu m'as permis de faire un épisode 1 et un épisode 0 qui explique un peu l'objet de ce podcast, donc je te remercie. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram traditionnel-8 podcast et je vous donne déjà rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt sur Traditionnel.